Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ce matin, une fois de plus, à nos chroniques du coaching. Ce matin, nous allons continuer en parlant du thème que nous avons développé déjà, ça fait 4 séances aujourd'hui. Et ce matin, de façon spécifique, nous allons parler de ce qu'il faut savoir sur les techniques pour pouvoir accueillir et recueillir les premières informations. Qu'est-ce qui se passe généralement au niveau de la communication verbale? De prime abord, il est important de savoir que dans la perspective d'un premier positionnement du futur courtier, grâce aux cartes du modèle disciplinaire, le modèle D dont nous avions parlé, les premières phrases qu'il prononce lors de cette première rencontre sont souvent très révélatrices parce qu'elles permettent de percevoir ce qui le pousse consciemment à demander d'être coaché, à savoir les mobiles explicites et les motivations conscientes. 2, à savoir ce qu'il désire véritablement, ce qu'il souhaite, au-delà des mots qu'il ne dit pas ou ne peut pas dire, soit faute de savoir comment le formuler, soit faute de savoir ce qu'il veut vraiment dire. Naturellement, de cette manière, dans cette phase d'accueil, autant que le coach se contente d'un questionnement large tel que « Qu'entendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Qu'est-ce qui vous a amené à consulter? En quoi puis-je vous aider ?» On note que les premiers échanges entre le coach et le sujet fourniront des renseignements très utiles sur les motivations du sujet et sur sa structure de personnalité. En effet, généralement, le futur courtier exprime dans les premières phrases l'aide consciente qu'il s'attend à trouver auprès du coach et plus particulièrement le mode et le type de relation qu'il souhaite avoir avec lui. En effet, la façon dont le courtier s'engage dans la relation avec le coach dès les premiers instants de la rencontre est significative, car elle sera fort probablement le prélude de ce qui va suivre. Naturellement, dans la mesure où c'est dans le mode de relation recherché que résident les mobiles implicites et les motivations inconscientes, il appartient au coach d'être attentif, de rester sensible à ce que le courtier ne saurait pour l'instant exprimer de manière explicite, mais qui sera déterminant pour le déroulement et l'issue de la relation de coaching. Notons également que la confrontation entre les éléments verbaux, généralement ce qu'exprime le sujet, et les éléments non verbaux, ce qui a été observé, doit permettre au coach d'élaborer une première série d'hypothèses et mettre en évidence la carte qui fait figure, qui est rarement celle qui est mise en avant et exprimée verbalement par le futur coach. Pour faciliter cette recherche et mettre au jour le type de personnalité du sujet ainsi que le paysage personnel, professionnel, familial, social et bien d'autres qui est le sien, quelques questions clés nous semblent intéressantes à définir. On peut noter entre autres des questions telles que « Comment m'avez-vous connu? Qu'est-ce qui vous a fait penser que le coaching pouvait vous apporter ou vous être utile? Qu'est-ce qui vous a fait penser que le coaching pouvait vous apporter une solution ou vous être utile? Souhaitez-vous d'autres informations? Désirez-vous d'autres renseignements? Et bien d'autres questions qui peuvent être posées. Naturellement, la réponse à ces questions permettra d'émettre des hypothèses à propos de la personnalité du sujet, à savoir la nature de ses difficultés actuelles, la probabilité que le coaching soit la meilleure réponse à fournir à cette demande. En répondant à ces questions, notre interlocuteur nous révèle s'il est venu à la première adresse qu'il a trouvée ou s'il a pris le temps de se renseigner et de choisir le coach et le type de coaching qui semblait lui convenir a priori. De toutes les manières, quelle que soit la manière dont il a fait son choix, celle-ci est le signe d'une attitude interne qu'il a vis-à-vis de lui-même. Il est important de noter que s'il s'est présenté à la première adresse venue,
il se peut qu'il soit soumis à une pression interne ou externe forte. C'est généralement souvent le signal d'une faible affirmation de soi, du peu de contact avec ses ressources propres, d'un manque d'autonomie, d'un risque de recherche d'une dépendance affective. Si au contraire, il a pris le temps de se renseigner et de choisir son coach, on peut penser qu'il est au clair par rapport au type de relation qu'il souhaite entretenir avec celui-ci. Nous sommes généralement dans ce cas face à une personne affirmée qui, par une conscience claire de ses besoins et de ses attentes, a trouvé des moyens adéquats pour prendre soin d'elle en évitant de s'engager dans une relation à risque. Notons également que être capable de demander de l'aide et accepter d'en recevoir se traduit par une bonne confiance en soi et aux autres et par un contact sain avec ses propres ressources et celles de l'environnement. Naturellement, ce qui n'empêche pas de vivre une phase de marasme, par exemple, ou d'avoir des difficultés à se positionner dans une identité de rôle. De plus, il est important de savoir s'il est venu de sa propre volonté ou sous la pression de son environnement professionnel, familial ou amical. Si le sujet vient sous la pression de son entourage, il exprimera en général en expliquant que son conjoint ou sa conjointe le lui a demandé et qu'il vient pour lui, ou que son manager ou que son DRH a insisté pour qu'il nous rencontre compte tenu des problèmes qu'ils ont relevés dans sa pratique professionnelle. On peut alors se demander dans quelle mesure il se repose sur les autres pour résoudre ses problèmes. Il semble être en référence externe, c'est-à-dire qu'en prenant appui sur les autres et en attendant qu'ils lui fournissent les ressources dont eux estiment qu'il a besoin, il se met alors en position de dépendance affective. Il est également probable que son entourage commence à trouver sa situation insupportable. Si naturellement une telle rencontre n'a pas été précédée d'un appel téléphonique du conjoint, de la conjointe, du responsable hiérarchique, ou si le responsable hiérarchique n'est pas présent au premier entretien, il est fort probable qu'on puisse avoir là un risque de rupture ou de licenciement puisque la situation est peut-être devenue intolérable pour l'employeur. Si le sujet vient par contre de lui-même en raison d'une pression interne, il l'évoquera généralement sous la forme d'un problème ou d'une situation dont il n'arrive pas à s'extraire ou d'un projet qu'il souhaite réaliser et qu'il n'arrive pas à démarrer ou à finaliser. Naturellement, dans ce cas, il est probable que le sujet ressente un conflit entre ses propres aspirations et ce qu'il vit présentement. Dans tous les cas, il se sent à l'étroit dans sa vie et souhaite accéder à autre chose. Notons que souvent, il se trouve par rapport à la carte du cycle de changement dans une phase de marasme qui l'handicape et qui ne lui permet pas de contacter et d'utiliser ses propres ressources. Cette phase peut être d'intensité et de durée variable, bien entendu, mais en nous servant de la carte du modèle disciplinaire, nous pouvons dire que tant que le côté vit des insatisfactions, si minimes soient-elles, nous le considérons comme étant dans l'étape du marasme, même s'il ne se reconnaît pas lui-même dans cette étape. Parlons à présent de la compréhension. De prime abord, il faut noter que pour comprendre les demandes formelles ou informelles, les mobiles explicites ou implicites du côté, l'attention portée sur celui-ci dans le contexte du premier entretien est fondamentale. La nécessité de comprendre ces démarches et ces mobiles souligne l'importance de bien distinguer la demande, le but réel que le coaché souhaite atteindre et la finalité d'une action de coaching qui est, rappelons-le, la mise au jour et la réalisation d'un projet de vie.
Notons également que la distinction entre la demande et le but visé est essentielle car elle permet au coach d'appréhender et de comprendre les différentes solutions que le courtier a déjà mises plus ou moins en œuvre pour résoudre ses difficultés. En effet, la plupart du temps, lors du premier entretien, celui que l'on reçoit n'est pas en contact avec ses ressources et sa demande porte sur la mise en place ou l'affinement des solutions déjà envisagées qui n'ont pas encore donné le résultat escompté. Pour comprendre la demande, il est intéressant que le coach respecte la procédure qui généralement se déroule de manière suivante, à savoir faire décrire en détail la situation que le courtier souhaite améliorer, ensuite tracer l'historique de la situation présente en établissant le lien entre cette situation et le but que le sujet souhaite atteindre. Notons également que le coach s'efforce ainsi de situer le courtier sur les cartes du modèle disciplinaire et de tenir les différentes étapes qu'il estime prioritaires pour établir un programme de coaching efficace. Naturellement, si le courtier demande de l'aide pour mettre en œuvre une solution, le coach doit a priori refuser de s'engager dans cette voie, car il y a de fortes chances qu'elle soit sans issue et s'il acceptait de prendre ce chemin, cela reviendrait très probablement à faire plus de la même chose qui donnerait logiquement plus du même résultat. Il invitera alors le courtier à remettre au jour le chemin qu'il a parcouru pour en arriver à croire que cette solution puisse être la bonne afin de saisir le raisonnement qui l'a amené naturellement à cette conclusion. Le coach pourra, en prenant appui sur les attitudes définies dans le modèle relationnel, pratiquer des techniques de silence, de questionnement et proposer des reformulations reflets pour se faire une idée à lui, pour se construire une perception propre de la situation au fur et à mesure qu'il a accès à davantage d'informations naturellement. Il est alors approprié de partager cette perception avec le courtier pour vérifier qu'il a bien compris sa situation et surtout que l'un et l'autre se comprennent mutuellement. Il faut également noter que très souvent, la situation évoquée correspond à ce qui dérange le courtier ou à ce qui gêne certaines personnes dans son environnement. De ce fait, le courtier se présente avec une solution en tête, une solution qu'il a déjà tenté de mettre en œuvre et qui, dans la grande majorité des cas, n'a eu comme résultat que celui de compliquer la situation. La solution est devenue le problème parce que le courtier est passé de la perception de la situation problématique, des symptômes en quelque sorte, aux solutions sans avoir fait une analyse détaillée et précise ni des difficultés qu'il risque de rencontrer, ni des conséquences positives ou négatives de la mise en place de la solution et surtout sans avoir réfléchi d'une manière précise au but, à l'objectif qu'il souhaite atteindre. Le courtier a besoin de cesser de chercher à fuir une situation problématique pour y faire face. Il a besoin de prendre du recul afin de mener une réflexion sur ce qu'il compte obtenir au travers de la mise en place, même hâtive et maladroite, des solutions déjà tentées, ce qui l'aidera à ébaucher l'objectif qu'il poursuit réellement. Ici, le coach doit donc inviter son courtier à lui fournir des renseignements sur la situation présente actuellement insatisfaisante pour pouvoir aller au-delà des symptômes, ce qui est le seul moyen de comprendre la situation actuelle du courtier pour le positionner avec le plus de précision possible par rapport aux cartes du modèle disciplinaire. Les questions que le coach peut se poser peuvent se décliner de la manière suivante. On notera quelques questions entre autres. À quelle étape se trouve-t-il sur la carte du cycle de changement? Est-il en train de lancer un nouveau chapitre de sa vie? Est-il dans un nouveau démarrage? Qu'est-ce qui va pour lui?
qu'est-ce qui ne va pas pour lui? Que veut-il changer réellement? Dans le haut et le bas de cette situation actuelle, que souhaite-t-il garder, éliminer, transformer? Est-il au milieu d'une restructuration en tentant d'améliorer l'existant? Vit-il une situation de cocooning ou de renouveau dans lequel il est en train d'imaginer ce qu'il pourrait souhaiter faire ou dans une prochaine phase? Est-il en train d'explorer le monde extérieur à nouveau ou bien d'exprimer de nouvelles possibilités avant de définir ou de décider ce qu'il va faire pour se lancer cette fois-ci? Les prochaines étapes du coaching dépendent de là où en est le sujet dans les étapes du cycle de changement. En même temps que le coach recueille des informations sur la situation présente, il est attentif à travers l'attitude d'acceptation inconditionnelle au fait qu'il doit transmettre ses premières impressions et sa compréhension de la situation au côté. Il est à noter que cette première phase d'une action de coaching fait en règle générale l'objet de plusieurs séances. On note environ 3 à 4 séances en moyenne. C'est tout ce que nous avions à dire ce matin par rapport à cette chronique du coaching. Nous allons continuer la prochaine chronique où nous allons parler de l'écoute et de la création du lien et de la coopération. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette chronique et à nous revoir à la prochaine.